Bien, bonjour à tous. Donc avec le docteur Karine Segura, qui est médecin oncologue au centre, nous allons vous parler de l'information entre éthique et droit au service des patients. Alors, je suis moi-même du coup juriste au centre et avec Karine, nous faisons partie du groupe de réflexion éthique. Donc l'information, évidemment, c'est une question que l'on a l'habitude de traiter en groupe de réflexion éthique, et c'est un des objets de notre présentation que on va vous parler un petit peu de droit, mais l'idée à retenir, c'est que justement le droit a ses limites, le droit pose un cadre, mais il y a après en fait tout un espace qui laisse évidemment dans la pratique place à la discussion éthique, puisque le droit reste une donnée générale et qui ne permet pas de rentrer parfois dans le détail des situations. On ne peut pas avoir toutes les solutions dans le droit. Alors, on va commencer par exposer ce que dit la loi, justement, quel cadre général est posé par les textes législatifs, et puis on parlera davantage d'éthique, justement, cet espace de discussion que laisse la loi dans la pratique. Alors, ce que dit la loi, essentiellement, ce que dit la loi apparaît à cet article qui apparaît à l'écran, l'article 811-2 du Code de la santé publique. C'est un article qui est assez dense, il prévoit plein de choses, et en même temps des choses assez générales. D'abord sur le contenu de l'information. Quelle information le médecin doit-il divulguer au patient de façon à faire en sorte que ce patient devienne acteur de son parcours de soins, de façon à ce que ce patient puisse décider le plus possible en connaissance de cause. Eh bien, le texte nous dit ceci: l'information divulguée par le professionnel de santé doit porter sur les différentes investigations, sur les traitements ou les actions de prévention proposées, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, mais aussi sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, précise bien le texte, normalement prévisibles, ainsi que sur les autres solutions possibles et leurs conséquences en cas de refus. Parce qu'évidemment, le patient a un droit au refus de soins et il doit être informé des conséquences de son éventuel refus. Ça, c'est sur le contenu en tant que tel, on va dire, de prime abord. Le texte prévoit également que le patient doit être informé de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs, de cette possibilité de bénéficier de ces soins palliatifs et de la possibilité d'en bénéficier sous forme ambulatoire ou à domicile. Évidemment, il doit être tenu compte de la volonté de la personne qui s'exprime ensuite de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Alors ça, c'est une disposition qui est assez récente, qui date de la loi de 2016 et qui vient donc préciser le contenu de cette information qui doit être divulguée aux patients. Autre élément nouveau qui apparaît dans cette loi, c'est que le patient doit être informé sur le coût de l'acte médical et des frais qui y sont liés, ainsi que sur les conditions de remboursement par l'assurance maladie. C'est ainsi qu'on voit effectivement se développer de l'affichage, notamment dans les salles d'attente, sur la question tarifaire. Par ailleurs, alors là on se situe au moment de la prise en charge, au moment des soins, mais il y a aussi une information postérieure qui doit être délivrée aux patients. Le texte prévoyant en effet que le professionnel doit avertir le patient postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actes de prévention, des risques nouvellement identifiés. C'est-à-dire que le professionnel doit revenir après les actes, éventuellement si nécessaire auprès du patient, pour l'informer de ces éléments. Le texte que je vous présentais tout à l'heure prévoit les modalités de délivrance de l'information. Simplement, il nous dit que cette information doit être délivrée lors de l'entretien individuel, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner un document avec de l'information. Il faut favoriser le dialogue, l'échange, l'explication, pour que l'information puisse être le plus possible comprise par le patient. Alors, quels sont les bénéficiaires du droit à l'information? C'est souvent une question qu'on peut se poser parce que le patient souvent ne vient pas seul, il vient entouré, il a des proches, il a une personne de confiance. Alors, qu'est-ce que dit la loi à ce sujet?
Alors, le bénéficiaire du droit à l'information, de prime abord, la personne concernée, c'est le patient, évidemment. Et puis ensuite, on se rend compte que le patient peut être dans des situations diverses et variées, notamment quant à son statut. Et le texte de loi va plus en profondeur, justement, pour désigner le bénéficiaire du droit à l'information. Première hypothèse, le patient est ce qu'on appelle un majeur protégé, c'est-à-dire un majeur sous tutelle. Le texte de loi nous dit que le droit à l'information du majeur sous tutelle est exercé par le tuteur. Alors je précise dans le cas d'une tutelle à la personne, parce que la tutelle, ça peut être une tutelle au bien seulement, pas une tutelle à la personne. On a deux façons d'organiser une tutelle. Si jamais effectivement la tutelle est une tutelle à la personne, dans ce cas-là, ça veut dire que le tuteur doit être présent normalement au moment du parcours de soins. Avec cette précision que pour autant, ce tuteur, qui représente donc la personne, ne se substitue pas complètement au patient. En effet, le texte de loi prévoit que les majeurs, donc le patient directement concerné, doit recevoir lui-même une information de façon à pouvoir participer à la prise de décision le concernant d'une manière adaptée. Et cette information doit lui être divulguée d'une manière adaptée à son discernement. L'objectif ici, c'est de favoriser l'autonomie du patient, même s'il est sous tutelle. Par contre, petite précision, donc là je parlais du majeur sous tutelle, il y a des hypothèses dans lesquelles on a des patients qui sont sous curatelle. Là en revanche, petite précision, ce droit à l'information est exercé par le majeur seul qui est en curatelle, c'est-à-dire que le curateur n'a pas à intervenir ici dans le parcours de soins pour recevoir l'information médicale. Voilà pour cette première hypothèse, donc le majeur protégé donc qui est sous tutelle. Pour la question de la personne de confiance, parce qu'évidemment le patient est très souvent accompagné de sa personne de confiance. Alors on a fait une petite diapositive juste pour rappeler quel était le rôle de la personne de confiance, justement pour saisir éventuellement quelles informations peuvent lui être divulguées. C'est souvent justement une question qui se pose dans la pratique. Donc la personne de confiance, elle a été mise en place par des lois un petit peu avant les années 2000, puis par la loi Kouchner que vous connaissez peut-être de 2002. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir une personne identifiée qui sera consultée lorsque la personne, le patient, ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté. C'est aussi une personne qui peut être là pour aider justement le patient à recevoir l'information, qui peut répéter les choses éventuellement si besoin, qui peut réexpliquer des choses au patient. Voilà. Il est important de dire que dans ce cadre-là, la personne de confiance n'a pas de pouvoir décisionnel et que si jamais elle devait être consultée lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, ce que la personne de confiance va exprimer, c'est la volonté du patient, mais en tant que telle, la personne de confiance n'a pas à prendre de décision. Elle est là pour faire le témoignage de la volonté préalablement exprimée par le patient. Il en découle une conséquence importante, c'est que la personne de confiance, par rapport à l'information reçue, elle ne peut recevoir que les informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de sa mission. Autrement dit, la personne de confiance n'a pas un droit d'accès à l'ensemble du dossier médical. Elle ne peut normalement avoir accès qu'aux informations qui vont lui permettre d'exercer sa mission de personne de confiance. Alors, dans la pratique, ça peut impliquer des choses assez compliquées, puisque ça voudrait dire donc, le médecin doit opérer un tri dans les informations qui doivent être divulguées à la personne de confiance. Mais l'objectif étant bien, pour la personne de confiance, d'aider le patient à comprendre les informations qu'on lui donne, dans un premier temps en tout cas. Avec cette précision que le majeur sous tutelle ne peut pas désigner de personne de confiance. C'est un élément particulier qui est prévu dans la loi. Il est possible qu'avant la mise sous tutelle, le majeur avait déjà une personne de confiance, et dans ce cas-là, il faut se remettre au juge des tutelles pour savoir si la personne de confiance
va être, va être confirmée dans ses fonctions. Voilà. Si elle va être confirmée dans ses fonctions. Et il peut s'agir éventuellement, la personne de confiance peut être le tuteur. En revanche, le majeur sous curatelle, pas de difficulté, peut désigner une personne de confiance et ça peut être le curateur. Alors pour les mineurs, il y a un droit particulier, mais éventuellement ça pourra donner lieu aux questions. On a juste fait une petite diapositive au cas où pour y revenir, mais on ne voulait pas trop rentrer dans le détail, peut-être simplement dire que les mineurs sont un peu comme les majeurs sous tutelle. Ils doivent recevoir l'information, évidemment, de façon adaptée à leur discernement, pour pouvoir être associés à la prise de décision qui les concerne, mais on est sur quelque chose d'autre, en tout cas dans la pratique, de tout à fait particulier. Mais l'idée est là. Quelques éléments sur les limites au droit à l'information. Ce droit à l'information connaît des limites. En effet, le médecin n'est pas tenu d'informer le patient, évidemment en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer, ou tout simplement face à la volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance. Voilà pour ce que dit la loi, le cadre général, ce qu'on peut trouver dans ce texte de loi. Je vais laisser maintenant la parole à Karine, qui va nous parler d'éthique, puisque le droit ne suffit pas et laisse largement la place à la réflexion éthique. Voilà, donc en fait, quand on parle d'éthique, on parle de morale. Donc l'idée générale, pour faire une définition vraiment très, très grossière, c'est ce qui va nous guider pour faire le bien, ne pas faire le mal, discerner le bien et le mal. Donc un des tout premiers principes de l'éthique médicale date de l'Antiquité, parce que c'est Hippocrate qui avait défini ce primum non nocere, c'est avant tout ne pas nuire. Donc dans nos règles déontologiques, dans nos règles d'éthique médicale, évidemment, on est là surtout pour ne pas nuire. Et donc, le corollaire de cela, c'est bien sûr, tant que possible, être dans la bientraitance et apporter des choses qui sont bénéfiques aux patients. Et là, on voit bien déjà qu'il y a une première, entre guillemets, difficulté, puisque ce n'est pas ce que moi, médecin, ou ce que moi, soignant, je pense être bien pour le patient, ou être mal pour le patient. Le seul qui peut dire ce qui est bien ou mal pour lui, c'est le patient lui-même. Moi, je peux estimer que la chimiothérapie, c'est bien pour telle personne, alors que le patient en question va me dire non, pour moi, la chimiothérapie est une nuisance. Voilà. Donc, déjà, dans cette notion de bien et de mal, pour dire que chacun d'entre nous a une définition particulière et qui lui est propre. Donc, il faut bien discuter de tous ces aspects-là. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite en éthique, puisque du coup, partant du fait que chacun a sa propre définition de ce qui est bien ou mal pour lui, on voit bien que les différentes situations, on ne peut pas établir de réponse préfaite. Chaque réponse est faite vraiment au cas par cas. Mais on voulait vous citer quelques exemples de situations que l'on peut rencontrer régulièrement, soit en consultation, soit pour les patients qui sont hospitalisés, par exemple. Donc là, le premier exemple, c'est un patient qui vient avec un proche, un membre de sa famille, un ami, un conjoint, et c'est l'accompagnant du patient qui va poser une question difficile. Quels sont le pourcentage de récidive ou quel est le pourcentage de guérison? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'elle va mourir? Des choses vraiment... est-ce qu'il va y avoir... est-ce qu'il ou elle va perdre ses cheveux? Va avoir tel ou tel effet secondaire? Voilà, donc c'est vraiment... La difficulté pour nous quand on est en consultation ou en hospitalisation, spontanément on a envie de répondre à la question, sauf que ce n'est pas le patient qui pose cette question. Et donc bien s'assurer, et ça c'est pas facile du tout, que le patient a envie d'entendre la réponse. Et c'est pas qu'en lui posant la question qu'on va avoir la réponse. Je veux dire, est-ce que vous acceptez que je réponde à la question? Ça c'est assez facile à faire. La personne peut me dire oui, alors que psychologiquement ou émotionnellement, en réalité, elle n'a pas envie d'entendre la réponse. C'est là un petit peu toute la difficulté. Donc, c'est un exemple on va dire de questionnement éthique qu'on peut observer dans le milieu de la santé. Une autre situation que l'on rencontre également de temps en temps, la situation dans laquelle les proches ou les membres de la famille vont voir l'équipe soignante ou les médecins avant qu'il rentre, par exemple, dans la chambre d'un patient hospitalisé ou avant que l'équipe ne voie le patient en consultation, en lui disant surtout ne lui dites pas qu'il ou elle a un cancer, surtout ne lui dites pas que c'est grave parce que vous comprenez, il ou elle est fragile, il ou elle est trop âgé, ne peut pas entendre ces choses-là. Donc là, comme vous l'a dit Aurore, je dirais que la loi, entre guillemets, règle le problème, si je puis le dire, de façon, dans le sens où l'information doit être donnée d'abord au patient, en priorité.
Mais effectivement, on doit aussi tenir compte de cette information, de ce témoignage des proches qui nous disent que la personne est fragile. Donc comment annoncer une chose grave, une maladie qui fait peur, en ayant cette notion de fragilité. Donc, vous voyez, il n'y a pas de réponse toute faite, on essaie d'évaluer un petit peu au cas par cas quand on est dans les situations. Donc là encore, vous voyez, dans toutes ces situations, la confrontation de notre devoir d'information, notre devoir et en même temps notre obligation légale, qui se confrontent donc avec le principe de bienfaisance et l'idée de ne pas nuire et ne pas faire le mal. Voilà, sur ces questions ouvertes. Donc, vous le comprenez bien, et je vais finir là-dessus. Le droit, bien sûr, le droit et puis les questionnements ou les règles de l'éthique médicale sont tout à fait complémentaires, ils ne s'opposent pas l'une à l'autre. L'un n'est pas plus important que l'autre, on se doit, tant que l'on peut, d'être guidé par ces deux principes. Merci à vous.